Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire, réalisé et présenté par Olivier Sérac pour RGB, Bram FM, RCF Limousin, Radio PAC et Brenige FM. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle saison du quart d'heure corrézien. Quart d'heure qui change de formule cette année et qui, au lieu de traiter de l'actualité brûlante chaque semaine, va surtout tenter de prendre le temps de comprendre certains sujets tout au long de l'année. Ainsi, je vous propose de suivre les vignerons de Branceil dans leurs efforts face à un climat de plus en plus récalcitrant. Nous serons aussi cette année aux côtés de l'association SOS Violence Conjugale qui se bat depuis plus de 30 ans en Corrèze pour venir en aide aux victimes de ce fléau. Je vous emmènerai aussi à Saint-Pantéléon-de-l'Arche auprès de la corderie Palu pour suivre le nouveau développement de ce patrimoine industriel. Et puis nous vous proposerons aussi de découvrir le CA Brive, mais d'une autre façon, pas uniquement via ses résultats sportifs, mais plutôt du côté de son encadrement auprès des joueurs. Chaque semaine, donc, vous retrouverez un nouvel épisode au cours de ce quart d'heure. Un quart d'heure qui se terminera toujours par une prescription culturelle proposée par Émeric Tudou de Bram FM à Tulle et Fabien Monboisse pour RGB à Brive. Le quart d'heure corrézien saison 2, vous avez le menu, c'est parti. Pour ce premier épisode, donc, nous sommes à Branceil dans le Midi corrézien et nous sommes en compagnie de Philippe Leyma. Bonjour Philippe Leyma. Bonjour. Vous avez 51 ans et vous êtes le président de cette cave coopérative ici à Branceil. C'est une cave qui est née d'une idée folle, j'ai envie de dire, une idée d'agriculteurs qui tentaient de diversifier leur production. Oui, c'était l'idée de continuer sur une commune déjà un petit peu en avance au niveau local sur le dynamisme, le collectif, etc., sur les petites fermes familiales, de relancer un projet collectif dynamisant, structurant, autour d'un projet fédérateur, et très naturellement le vin est devenu le point central du projet puisqu'on avait un historique viticole sur la commune avant le phylloxéra. Et c'est justement cette expérience en fait de la vigne ici dans le Midi corrézien qui a fait que les agriculteurs se sont mobilisés. Oui, parce que en fait l'histoire elle est un petit peu longue, mais la vigne ayant disparu avec le phylloxéra a fait que les exploitations ont été obligées de se diversifier à l'époque. Ça, c'était dans les années 1900. Du coup, la truffe est arrivée en amenant un peu de richesse, un peu de patrimoine sur la commune, qui fait qu'on a eu les premiers investissements patrimoniaux, architecturaux, etc. Puis les premières CUMA, puis les premiers tracteurs. Rajouté à ça, en 1910, un curé du village qui crée l'étincelle branceillaise, qui là aussi participe à au vivre ensemble avec des paysans qui la semaine bossent ensemble, mais le week-end continuent à se voir par la musique et voilà. Et cette dynamique de collectif, elle a toujours été et fait que Branceil était regardé de par ailleurs un peu comme un territoire à part, avec cette dynamique collective toujours très présente. Ça a toujours fonctionné sur un système coopératif, cette cave. Ah oui, dès le départ, il n'y a même pas eu de débat. Autant la réflexion collective, elle a été en 85-86 sur quoi faire ensemble, autour de quel projet et comment. Autant une fois que le projet a été défini et qu'on est passé à la phase opérationnelle, la structuration coopérative avait tout son sens dans le montage juridique. Et au mi-temps de ces années 80, c'est quoi ? C'est une dizaine d'agriculteurs, de vignerons qui se lancent ? Au début de la réflexion, c'était 15 agriculteurs, dans les années 84, 85, 86. Après diagnostic, après études géologiques, d'impact, parce que clairement, on ne devient pas vigneron alors qu'on est éleveur facilement. Donc les Bordelais nous ont accompagnés sur qu'est-ce qu'était le métier de vigneron. Donc sur les 15 initiaux dans la réflexion, il y en a 7 qui ont dit ok, banco, on y va. Et c'est 7 originaux. Quand je dis originaux, c'est pas huluberlu, hein, c'est les 7 du départ en fait qui ont créé la cave. Aujourd'hui, on fait qu'ils ont transmis cette passion à leurs successeurs, et aujourd'hui, on est encore 7 adhérents à la cave. Ces 7 vignerons, leurs portraits, ce sont qui ? Ce sont des gens qui sont en double activité, des agriculteurs tous, ou qui sont-ils en fait ? Et elles ? Depuis le départ, on a les deux profils. On a des agriculteurs purs,
certains en diversification, entreprise familiale avec de l'élevage à côté ou de l'arboriculture avec les noyers, etc. Et puis certains autres qui sont double actifs avec un demi-hectare, 1 hectare, vraiment où c'est uniquement la passion qui anime et la sécurité économique qui est garantie par le travail à l'extérieur. Aujourd'hui, sur les 7, on est 3 agriculteurs et 4 double actifs. Et vous êtes toujours continuellement à la recherche justement de nouveaux vignerons parce que vous avez envie de maintenir cette activité, cette histoire ici à Branceil. C'est surtout que voilà, on hérite d'une ambition et d'un projet un peu fou certainement, mais on se retrouve dans une situation un peu ambiguë où d'un côté le marché du vin national est en crise avec les grandes appellations, etc. Et puis nous, petite appellation de qualité, reconnue récemment par l'AOC, qui sommes hyper demandés par les nouveaux consommateurs qui recherchent l'originalité, le petit produit local, etc. Et sur lequel on n'a pas forcément été chercher les nouveaux marchés. Moi, j'ai tendance à dire, un peu ironiquement, mais pour l'instant, les vins de Branceil, au-delà de Limoges, c'est de l'export. Mais c'est une réalité, c'est qu'en fait, voilà, nous, on se concentre à notre petit cercle local avec tous les touristes qui viennent nous voir, mais le fait que les touristes nous ramènent chez eux en rentrant de vacances fait que aujourd'hui, les professionnels, style les cavistes, les restaurateurs, nous sollicitent au quotidien pour qu'on puisse les livrer, et on n'a pas forcément les volumes aujourd'hui pour répondre à ces marchés-là, parce qu'on veut quand même préserver notre clientèle historique et locale, voilà, qui a été fidèle depuis le départ. Donc si je comprends bien, l'authenticité, c'est la base en fait de ces 30 années de travail, même plus de 30 ans, avec une obligation de faire attention à l'évolution du climat, au changement climatique. C'est votre premier problème en fait aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que jusqu'à il y a 7-8 ans, on se plaignait un petit peu des années de gel ou de grêle qui restaient somme toute très marginales. Je sais pas, moi je me suis installé en 99, je crois que dans ma carrière j'ai connu 3 ou 4 épisodes de gel. Donc à l'époque ça faisait râler, mais ça faisait partie du jeu. Là depuis 2017, ça devient chronique, c'est-à-dire tous les 2 ans on gèle. Depuis 2 ans maintenant, on a le cumul gel plus mildiou qui fait que ça impacte vraiment la production. Et là, le mildiou, vous me rappelez ce que c'est ? Le mildiou, c'est un champignon, c'est une maladie qui détruit les baies en fait, qui les assèche et qui a un impact sur les volumes produits. Donc effectivement, là, ça met un coup de frein à cette dynamique qu'avait ravivé l'AOC. Donc on est obligé aujourd'hui de réfléchir à des systèmes d'accompagnement pour que les bonnes années de production, on fasse le maximum de récoltes pour pouvoir supporter une année sans récolte. Le changement climatique a évidemment une influence folle sur votre production. Et il vous faut trouver des solutions pour pouvoir produire, mais pas forcément plus, mais produire tout simplement. Oui, c'est ça, c'est sécuriser les volumes, donc optimiser les années sans problème, avoir le moins de pertes possible, c'est-à-dire que concrètement, y a des pieds qui crèvent, il y a des parcelles qui vieillissent, donc ça veut dire remplacer les pieds manquants, planter des parcelles nouvelles pour remplacer les anciennes, etc. Mais pour faire ça, ça demande de l'investissement en temps, en énergie, en argent. Donc il faut qu'on soit serein et avec une visibilité sur le moyen et sur le long terme. Ça, c'est au niveau de la production. Après, au niveau des marchés, on se doit aujourd'hui de garantir une régularité de produits à nos clients et à nos consommateurs. Et ça passera de même par des cépages plus résistants au réchauffement climatique, mais aussi plus résistants aux maladies telles que le mildiou. Et là, on a de gros espoirs sur tout ce qui est cépages résistants. Oui. Concrètement, on va se voir tout au long de l'année. Les vendanges vont commencer. On annonce des vendanges qui vont pas être très très bonnes. Vous avez quand même vous avez de l'espoir quand même d'y arriver. Oui, parce que si on n'a pas d'espoir dans notre métier, on est très très vite désabusé et on pourrait être tenté de tout jeter et d'arrêter. Aujourd'hui, l'enjeu, vu les jours qu'on vit depuis une quinzaine de jours maintenant, on sait qu'il y aura moins de quantité. Par contre, la qualité sera au rendez-vous et ça c'est le plus important, c'est que on sait qu'on n'aura pas d'incidence d'image et de confiance envers le consommateur puisque
étant petit et étant résilient, on ne produira des vins de qualité sur le marché que s'ils sont au niveau de ce qu'on a habitué nos consommateurs. Donc on se revoit dans un mois pour faire le premier bilan de cette vendange 2024 ? Oui, c'est ça. Début octobre, on aura fait les blancs et les rosés dans les volumes que la météo nous autorisera. Et puis, on aura sûrement commencé les quelques rouges qu'on va pouvoir faire en 2024. Merci Philippe Léma. Merci à vous. Comme promis, c'est l'heure de la prescription culturelle. Aujourd'hui, nous sommes avec Aymeric Tudou de Bram FM. Et vous nous emmenez où aujourd'hui, Aymeric ? Direction Naves aujourd'hui, en compagnie de Jacques Serron, président du groupe d'amateurs en géologie de Naves. Bonjour, monsieur Serron. Bonjour. Donc on s'intéresse à la maison du patrimoine de Naves avec, pour commencer, un espace archéologique qui est dédié au site connu de Tintignac, monsieur Serron. Est-ce qu'on peut en avoir un petit aperçu de ce qu'il y a à voir ? Eh bien, écoutez, depuis en gros maintenant 3 ans, nous avons sur la Maison du Patrimoine un espace archéologique Tintignac. Cet espace archéologique reprend les produits phares de ce qui a été le trésor de Tintignac pour nous. C'est des objets uniques au monde. C'est un carnix presque entier. Le carnix trompette de guerre, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une tête d'un carnix un peu particulière, c'est une tête de serpent, alors que l'autre, c'est une tête de sanglier. Un magnifique casque presque complet. Et puis le dernier né, qui n'a jamais fait le tour de l'Europe ou des grands musées français, c'est un cheval qui a été reconstitué et amené pratiquement au moment où le trésor de Tintignac arrivait à la Nave. Voilà. Des objets qui ont été découverts en 2004, c'est ça, monsieur Serron ? Ça va faire 20 ans, Et le 22 septembre. À quelle époque correspondent ces objets exactement ? Alors, c'est compliqué. Et ils ne sont pas tous de la même époque. D'une manière générale, ils sont tous classés, 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ, d'une manière générale. Mais des objets les plus anciens peuvent atteindre 3e, voire 4e siècle avant Jésus-Christ. Monsieur Serron, il y a un autre aspect à la Maison du Patrimoine, évidemment on avait prévu d'en parler, c'est cet espace géologique Louis Puy-Aubert qui présente la collection géologique exceptionnelle de ce docteur. Est-ce qu'on peut le présenter un petit peu, moi qui ne suis pas du tout connaisseur de l'histoire de la Corrèze ? D'abord, c'est un docteur tulliste, mais c'était un passionné de la nature. C'était, un naturaliste au sens très noble du terme. Il s'intéressait aussi bien aux minéraux, aux roches, mais il avait une magnifique collection de bocaux au-dessus de ses vitrines avec, je pense, toutes les espèces rampantes de la région. Il avait la tête du dernier loup tué en Corrèze et il avait surtout un herbier qui était un herbier d'Edmond Perrier qui avait commencé à le faire et qui l'avait terminé, et qui aujourd'hui, cet herbier a été dupliqué à l'université de Limoges. Et il sert à l'enseignement à l'université de Limoges. Et il y a toute une collection donc à retrouver à la Maison du Patrimoine de Naves, apparemment 3000 échantillons quand même, ce qui n'est pas rien. Oui, même plus. Et il y a des pièces exceptionnelles. Oui, comme ce spectaculaire quartz des Alpes par exemple. Oui. C'est un cadeau qui lui a été fait par le plus célèbre des minéralogistes du monde. C'était Alfred Lacroix. Et c'est Alfred Lacroix qui lui a fait, pour le remercier de tout ce qu'il apportait à la minéralogie, il lui a offert cette pièce qui est une pièce des Alpes. Et une pièce à découvrir donc à la Maison du Patrimoine de Naves. Vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire pour ces visites guidées. Les mercredis après-midi, ça se passe de 14h à 18h à la Maison du Patrimoine de Naves. Donc c'est monsieur Jacques Serron qui vous propose ces visites guidées. Je rappelle que la Maison du Patrimoine est ouverte également les lundis après-midi, les vendredis après-midi et les samedis
après-midi. Merci Émeric, et j'ajoute que la Maison du patrimoine de Naves sera aussi ouverte durant le week-end des Journées du patrimoine. Ce sera le 21 et 22 septembre prochain. C'est la fin de ce premier épisode de la saison 2 du quart d'heure corrézien. On se retrouve la semaine prochaine avec Georgette Chastanet, c'est la présidente de l'association SOS Violence Conjugale. Vous découvrirez le portrait et le caractère de cette femme combative dans ce deuxième épisode. D'ici là, en attendant, je vous souhaite de passer de très bons moments en Corrèze ou ailleurs. Vous pouvez retrouver le quart d'heure corrézien sur les sites internet de nos radios.